Au cœur de la mer des Caraïbes, à 7200 km de Paris, l'archipel de la Guadeloupe. Un groupe de 6 îles découvert et baptisé par Christophe Colomb en 1493. Aujourd'hui, ces îles abritent l'un des 10 parcs nationaux français, le premier créé outre-mer. Il protège une partie du littoral, des dizaines d'îlots, des kilomètres de marécages et le volcan de la Soufrière. Le parc est un conservatoire des plus beaux paysages de la Guadeloupe et de sa magnifique forêt tropicale. Ce site exceptionnel, Patrice Segrettier l'arpente presque tous les jours. Par amour de la forêt, ce Guadeloupéen a choisi il y a 15 ans de devenir l'un des 14 gardes du parc. C'est le châtaignier de Guadeloupe. Il développe des racines qui sont énormes à contrefort, comme on dit, il n'y a qu'à voir comment il est, pour justement permettre, parce qu'il peut faire 30-40 mètres de haut, le permettre de se tenir bien au sol. Cette gigantesque forêt primaire, Patrice va la faire découvrir demain à un tout nouveau garde. Fabien Salle est arrivé de métropole il y a tout juste une semaine. Et aujourd'hui, il réceptionne ses mâles. Après avoir été garde dans le parc national des Pyrénées, il vient de décrocher un poste en Guadeloupe. Ils sont peut-être pas dans celui-là. Un changement de vie radical. Voilà, il y a les fringues, les moufles, les gants, les guêtres sont superflus. Mais c'est vrai qu'on a besoin de moins de fringues quand même ici que dans les Pyrénées, quoi. Vous allez retourner un peu à l'école pendant quelques mois? Ah oui, quelques mois, oui, c'est un minimum, quoi. En essayant de voir un maximum de choses, des choses très variées, quoi. Donc aussi bien le côté soufrière, le côté forêt, bien sûr, qui est très présent sur la Guadeloupe. Et puis, bon, un petit peu le côté marin, quand même. Il y a des choses très sympas, quoi. La forêt guadeloupéenne attire de plus en plus les amoureux de la nature. L'an passé, ils étaient plus de 200 000 à la sillonner. Ah tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, le nouveau garde y fait ses premiers pas. C'est le clusia mangle. Alors le fruit s'ouvre à maturité en étoile. Pour mieux protéger cette forêt, Fabien doit tout apprendre. Et c'est Patrice qui l'initie. Quand tu regardes tout autour de toi, c'est pratiquement les mêmes espèces qu'on retrouve, surtout le gommier, il est dominant ici. C'est très dur comme bois, hein. Ça se creuse pas, c'est pas du bois tendre. C'est impressionnant le nombre de lianes, là. C'est une autre dimension, quoi. L'a priori qu'on pourrait avoir, c'est la Guadeloupe, ce sont des plages, des cocotiers. C'est le côté carte postale, quoi. C'est vrai que dès qu'on s'enfonce un peu dans l'intérieur, on a vraiment autre chose, quoi. Et bien souvent, ce qu'il y a à découvrir, c'est quand même là, quoi. Là où il y a moins de fréquentation, où il y a un milieu qui est quand même beaucoup plus préservé. Après, il faut être curieux, quoi. Il faut aller chercher. Non, la Guadeloupe, je pense que Patrice ne va pas me démentir. Elle a trop longtemps été vendue comme ça, comme destination plage, plage cocotier, soleil. Nous, on a quand même la forêt. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et depuis quelques années, quand même, la destination Guadeloupe est vue comme une destination tourisme vert. On a toujours quelque chose à apprendre dans la forêt, toujours, toujours. Au cœur du parc, le plus grand étang naturel de Guadeloupe. Les gardes y ont bâti un poste d'observation. Ici, quand on est là, Pour Fabien, l'initiation continue. Il faut identifier les oiseaux. Patrice les connaît tous et surtout, c'est les attirer.
La poule d'eau, ça c'est la poule d'eau. Il va pas tarder à passer par là, moi, je suis là. Sinon, tout à l'heure, je sais pas si tu as fait gaffe, mais il y avait le tapis, le pic noir, le pic de Guadeloupe. Espèce endémique. Il était pas très loin. Hein. C'est lui que t'imitais tout à l'heure, là? Ouais, bon, on peut le faire, hein. Peut-être avec un peu de chance, il reviendra. Hein. Ça y est. Ça, c'est le pic. Ça, c'est le pic. D'accord. Là, il a entendu. Qu'on appelle le tapeur tapé aussi. Le tapé. Ouais. Pas mal, ça. Aujourd'hui, l'observation et le comptage font partie des missions des gardes. Dans le parc, la chasse et la pêche sont interdites. Pourtant, le braconnage est encore fréquent. Alors Patrice apprend à Fabien à ouvrir l'œil. Sur l'une des chutes de la rivière Grosse-Corde, il vient de repérer quelque chose de suspect. Une pierre qui sert à appâter les wassous, des grosses crevettes d'eau douce. Voilà, ça prouve qu'il y a le braconnage. Ça c'est fait pour appâter, en fait c'est une ficelle qu'ils attachent à un caillou. Ils le mettent Au fond de l'eau, là? Ils le mettent au fond de l'eau. Mais surtout, ce qu'ils mettent dedans, c'est un bout de coco. Et la noix de coco, en fait, le morceau de coco va attirer les bestioles. D'accord. Alors ça sera déjà une information pour savoir s'il y a des bêtes dedans. Parce qu'avec ce procédé, ils vont pas les capturer, quoi. C'est pour voir s'il y en a, quoi. Ils vont les prendre à la fourchette le D'accord, soir. la fourche, ouais. Bon, ça, c'est du braconnage pur et simple. Hein. À quel âge vous avez commencé à aller en forêt, vous, Patrice? Dès l'âge de 8-9 ans, j'ai eu cette initiation avec des chasseurs et la famille, ouais. Et c'est vrai qu'à partir de l'âge de 17-18 ans, je me retrouvais plus dans cette ambiance de chasseur. Mais cette approche que j'ai en mission anti-braconnage ou repérer des choses qui sont très louches, ça, j'ai appris ça avec eux. Tiens, juste là, tu as un cacador. C'est les petites crevettes là qui... T'as vu ce petit poisson là avec les... Ouais, des gobies. Les reflets verdâtres là? Voilà, c'est des gobies, ça? Ouais, des gobies. Le fait d'être agent de terrain, c'est déjà me retrouver dans cet espace extraordinaire que les gens ne connaissent pas forcément, qu'on est en train de découvrir ici en Guadeloupe, en tout cas, cette approche avec la nature. Ça a été un peu négligé, méprisé même, la nature. Pouvoir le faire passer aux autres, c'est une de mes grosses missions. Faire en sorte que les Guadeloupéens puissent s'approprier ce milieu-là, qui est extraordinaire. Donc là, ce que tu as vu aujourd'hui, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'on aura à voir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses. Surplombant l'archipel, presque constamment noyé dans les nuages, voici le lieu emblématique du parc national, la Soufrière. Point culminant des Petites Antilles, la Soufrière est un volcan toujours actif. Sa dernière éruption remonte à 1976. À l'époque, on craint le pire, 72 000 personnes sont évacuées. Les pouvoirs publics ont décidé très vite. Personne ne restera sur place. En quelques heures, il faut tout déménager. L'exode, le mot n'est pas trop fort, va se faire sans panique, malgré la menace permanente d'une explosion ressemblant à celle de plusieurs bombes atomiques. Des roches sont projetées autour du cratère et la terre tremble plusieurs fois. L'alerte n'est finalement levée que 4 mois plus tard. Depuis, la vieille dame se tient tranquille. Pourtant, la Soufrière est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Ah, la Soufrière. Chaque semaine, une équipe de scientifiques se rend à son chevet, toujours assistée de 2 gardes. On va faire viser Fabien là, il va croire qu'on va se reposer.
Aujourd'hui, c'est au tour de Patrice et de Fabien. On devrait être arrivé, non? Fabien, premier plateau. D'accord. La soufrière a fait naître de nombreuses légendes, notamment à l'époque de l'esclavage. Il y a un peu de mystique. On l'appelle la vieille dame déjà. Donc c'est déjà une connotation un peu vieille sorcière, tout ce qu'on veut. Alors que dans la logique des choses, le volcan de la Soufrière, c'est un jeune volcan, c'est un bébé. On l'a aussi appelé le volcan la montagne au diable. Il faut savoir que période de l'abolition de l'esclavage, quand un esclave fuyait dans la montagne, et les maîtres se sont servis de ça pour dire que la montagne, elle est maudite parce que vous allez vous faire tuer par les marrons. Mais en fait, bon, ben, c'est pure histoire. La soufrière et ses légendes. Un patrimoine que Fabien va devoir apprendre pour le restituer à son tour aux visiteurs qu'il encadrera dans quelques semaines. Après 1h30 de marche, à 1467 mètres d'altitude, le sommet du volcan. Surnommé la découverte, c'est le terrain de prédilection des scientifiques. Le groupe est dirigé par Christian Anténor. Ce vulcanologue a passé 30 ans de sa vie au chevet de la Soufrière. On installe tout de suite. Nous sommes au sommet, nous sommes au milieu, et physiquement, il n'y a pas vraiment de cratère. En fait, on a des gouffres. On est sur un dôme volcanique qui est fissuré de toutes parts. Et de ces fissures sort de la vapeur d'eau. On craint quoi concrètement? On ne craint rien, on fait simplement notre travail d'évaluation de l'état de santé du volcan. Donc c'est d'ouvrir grand les yeux et les oreilles et de voir comment le paysage évolue déjà là-haut, de voir comment est la montagne quand la visibilité comme aujourd'hui le permet. Assistée de Patrice et de Fabien, Céline, une jeune scientifique, met en place un capteur pour prélever des gaz. C'est la seule façon de prendre le pouls du volcan. C'est pas un volcan éteint, mais nous n'avons pas de manifestation de remontée de magma en profondeur. Mais on peut pas dire que, enfin là, on voit bien, hein, on s'en prend plein la figure. On n'est pas sur un volcan éteint. D'où la nécessité de le surveiller. Donc là, on entre dans la zone interdite au public. Dans ce paysage lunaire, les gaz sont nocifs et parfois mortels. Alors pour se protéger des émanations de soufre et des projections d'acide, un équipement adapté est indispensable. Thierry va descendre là dans la fumerole, au ras de la fumerole, et il va mettre un tube et on va faire venir la fumerole jusqu'ici en fait. Donc il va descendre tout équipé en bas. Les prélèvements sont effectués chaque semaine. Pour les vulcanologues, c'est la seule méthode fiable pour détecter le moindre signe de réveil du volcan. On voit rien avec ça. On voit rien du tout. Ah! Fin de l'opération, les échantillons de gaz seront ensuite acheminés au pied de la soufrière pour être analysés dans un laboratoire. Patrice profite du point de vue pour donner à Fabien une petite leçon de géographie. On sait que Saint-Claude est là. Alors quand on est, suivant où on se trouve sur le volcan, on peut arriver à s'orienter. Et souvent, bon, ben, on bosse dans l'imaginaire parce que là, tout de suite, ça se couvre. On ne sait plus où on est. Vous n'êtes pas totalement dépaysé, Fabien. Non, bah, c'est vrai que les montagnes, quelles qu'elles soient, on retrouve des phénomènes identiques partout à travers le monde, quoi, hein, c'est vrai. Mais enfin si, quand je vois ça, je suis quand même vachement dépaysé, quoi. Alors je suis jamais monté sur la Soufrière et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ah, ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est vrai quand il y a des nouveaux comme ça, on dit bon ben c'est difficile. Il est impératif déjà dans un premier temps qu'ils s'approprient le territoire, donc ça va pas être évident tout de suite. Et rentrer un peu plus dans un terme que tu vas apprendre tout de suite, de le non-non de la chose. C'est dans le vif du sujet. Le non-non.
Dans une semaine, changement d'horizon pour Fabien. Il découvrira d'autres paysages, maritimes cette fois, avec les îlets de Petite Terre. Une réserve naturelle qui abrite l'une des plus grandes colonies d'iguanes au monde. Entre la mer et la montagne, posée sur les pentes de la Soufrière, la vallée de Grande-Rivière. À la lisière du parc national, là aussi des hommes se battent pour conserver un patrimoine précieux. Voici le temple de la vanille en Guadeloupe, le domaine de Victor Nelson. À 70 ans, il s'est levé tôt ce matin pour effectuer un travail capital, la fécondation de la vanille. Une orchidée qui ne fleurit qu'une fois par an, entre mars et mai. C'est pendant cette période qu'il faut les inséminer une à une. Une opération délicate qu'il réalise avec son fils, Joël. On a quelques heures pour le faire puisque cette fleur s'ouvre vers 3 h du matin, 3-4 h du matin pour se faner 7-8 heures plus tard. Ça veut dire que c'est une course contre la montre. Vous pouvez en faire combien dans la journée? On arrive à faire plus de 300. Plus de 300. C'est pourquoi il faut aller vite. Pour la fécondation, Victor et Joël, munis d'une simple épine d'oranger, mettent en contact les parties mâles et les parties femelles de la vanille. Ensuite, la tige de la fleur va se transformer en gousse. Cette gousse que vous voyez là, il faudra que j'attende 9 mois. Elle va grandir, je suppose qu'elle va atteindre ses 18 cm à 20 cm pour pouvoir la récolter. Voyez. Après la récolte, il faudra encore 10 mois de travail avant de transformer la gousse en bâton de vanille, ce qui en fait l'une des épices les plus chères au monde. Mais attention, la vanille a un ennemi. Ah, je vois un petit peu. Bon, c'est pas tellement méchant, mais je vois un petit peu le prédateur, un petit peu de notre vanille. C'est où? Et c'est là, vous voyez? C'est un petit lézard. En créole, on dit l'anoli. Chez nous, on dit l'anoli. Alors des fois, on arrive pour féconder la fleur, on ne trouve pas ça, il a déjà mangé. Assez souvent, ça arrive. Ça nous fait un peu de dégâts sur la vanille. Cette culture-là, elle refuse engrais chimiques. Ça brûle les racines. Donc vous savez ce qu'on met au pied du vanillier? On met des noix de coco, on met des morceaux de tronc, vous voyez, des choses comme ça, pour conserver l'humidité. Donc pour le sol, pour la nappe phréatique, c'est parfait. Donc ce qui fait que demande le peuple pour la vanille? On est dans la notion de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de culture biologique, c'est un gros mot qui est à la mode. Mais vous savez, nos parents, nos grands-parents, ils faisaient ça déjà. Avec une centaine de kilos par an, aujourd'hui la production de vanille ne suffit pas pour faire vivre la famille Nelson. Alors ils ont eu l'idée de relancer la culture du café. Mais pas n'importe lequel, ils ont replanté de vieux plants d'une variété d'arabica. Regarde tout ça comme c'est joli. Il est magnifique ce café, magnifique. Ça, c'est une récolte prometteuse. Le café, il est bon parce qu'il faut le ramasser comme ça, rouge comme ça. À force de soins et de ténacité, le café de la famille Nelson est aujourd'hui un grand cru. Si on veut vraiment se démarquer des autres pays producteurs de café, il faut qu'on fasse une filière dite de qualité. Nous, on a préféré avoir des petits rendements. Il y a combien de paquets de café sur un arbre? Là, il y a 2 petites pochettes de café à 250 grammes. Même pas. Vous voyez? Donc c'est peu. Une fois le café récolté, il faut le sécher. Une étape décisive.
Sur ces longs tiroirs grillagés, une partie de la récolte de l'an passé. Le trésor des Nelson. Comment on reconnaît la maturité concrètement? Le son. Le son, la couleur. On voit qu'il est jaune or. Puis il y a aussi un petit moyen subtil aussi. Quand on le prend entre le pouce et l'index et qu'on essaie d'écraser la graine, il est parfait là, et ça se décortique facilement. Quand il vient d'être récolté, le son est totalement différent, c'est incroyable. Il n'y a même pas de son. Quand on vient de récolter et puis on le met là, il n'y a pratiquement pas de son. Et là, ça vous parle là? Là, ça parle. Et puis vous savez, il faut vraiment être sûr de son fait. S'il n'est pas sec, on le décortique, vous avez raté le café, votre café. Et nous, on a choisi le séchage naturel. Oh, il y a une année de travail là. On va être un peu chauvin, on va dire qu'on va faire un café français. Là, un café de Guadeloupe, même s'il y en a peu. L'archipel est un gigantesque réservoir de richesses naturelles. Une nature presque intacte malgré les activités de l'homme. Un conservatoire que les Guadeloupéens apprennent à préserver et pour lequel ils se mobilisent. Loin des plages et des circuits touristiques, un botaniste, Félix Lurel, tente de relancer des cultures disparues. Pour cela, il a créé une association, Biodiversité. En Guadeloupe, nous sommes dans des 34 ou 35 lieux où la biodiversité, c'est-à-dire la richesse biologique, les plantes, les animaux, les paysages, on sait que cette richesse est exceptionnelle, mais elle est aussi très menacée. Et donc, il faut bien entendu que l'on puisse s'impliquer, que l'on puisse agir efficacement. Et c'est l'affaire de tous. Depuis 2 ans, Félix a entrepris un inventaire de la faune et de la flore. Pour le compléter, il fait appel à des femmes. Mémoire de la vallée, elles en connaissent toutes les plantes. Et tu connais cette plante-là? Ça, c'est du cajou amer. Iphigénie habite Beaugendre depuis plus de 50 ans. Cajou amer, c'est bon pour le bain. Cet après-midi, elle a invité Gervaise et Marie-Hélène dans son jardin. L'hibiscus, c'est bon pour la peau. Ça, c'est bon pour la peau. Ça, c'est bon pour la moi peau. j'adore. Et puis tu peux te laver les cheveux aussi avec. Voilà, c'est bon pour les cheveux. Au programme, une cueillette de plantes aux vertus médicinales ou cosmétiques. Un véritable institut de beauté à portée de main. Cassialata ou dati. Mais dans le bain aussi. On prend 3 feuilles. 3 feuilles, avec 3 feuilles, on se nettoie tous les jours pendant 9 jours. Et tu mets une seule feuille pour frotter. Voilà. Ces 3 femmes ont appris à connaître les vertus de chacune des plantes de la vallée, mais aussi leur toxicité. Et attention, hein. Faites très attention parce qu'il y a le poil à gratter ici, c'est ça. Si ça vous tombe dessus, dans cette chaleur-là, vous allez vous déshabiller et vous mettre à courir nu dans la route. Je vous dis ça. Hein. Ça sert pour les parasites. Qu'est-ce qui vous a appris tout ça, vous? Ce sont mes parents, c'est ma grand-mère. Et ma mère, après, a fait la succession. Et moi aussi, après, c'est pareil. Hein. Avant, on n'avait pas de médecin. Et donc, ce sont les rebouteuses, les dames, les personnes âgées qui donnaient des plantes. Et quelle que soit la maladie qu'on avait, elles arrivaient à guérir. Ça, c'est pour la tension. Il y a le machin pour le cholestérol. Chaque plante a une utilité. Chaque plante, on fait quelque chose avec. Oui, on fait le thé et on met un petit bout, mais il faut savoir comment l'utiliser. Comme me disait le docteur, vous avez beaucoup de plantes médicinales autour de vous, mais il faut savoir les utiliser. Deux fois par mois, à l'heure du thé, Félix Lurel a rendez-vous chez Iphigénie. Il recueille ce savoir ancestral avant qu'il ne disparaisse.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle pois d'Angole, pois de bois, c'est Cajanus cajan, parce que toutes les plantes ont un nom scientifique international. Ah, d'accord. Par contre, pois d'Angole, pois de bois, etc., ça peut changer. Dans la vallée même, les gens peuvent avoir des noms différents. Oui, oui. Alors par contre, Cajanus cajan, je l'ai, voilà, c'est bien. Cajanus cajan. Cajanus cajan, son nom latin. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en fais, ça, justement? Ça, c'est cajou senti, cajou amer? Oui. Qu'est-ce que tu en fais? C'est pour se baigner. Ah, d'accord. Alors, cajou senti, c'est une plante américaine, Cedrela odorata. Donc, je mets un petit 1 pour dire que c'est bien présent. Alors, ça, c'est une espèce intéressante. On fait des bains avec. C'est ce que vous appelez la belle mexicaine, mamie? Oui, c'est la belle mexicaine. Voilà, la belle mexicaine, elle vient du Mexique, elle vient d'Amérique centrale, mais elle est très utilisée localement. Elle est très utilisée. En quoi elles peuvent vous aider, ces dames? Ben justement, parce qu'on regarde quel usage qu'elles font des plantes. Quel est l'usage principal? Pourquoi c'est vraiment le plus utilisé? Pourquoi ou c'est vraiment très efficace? Et à ce moment-là, avec les scientifiques de l'université, les scientifiques, les personnes qui s'intéressent, des pharmaciens et autres, on peut justement étudier après les propriétés de la plante, au plan chimique, voir quelles sont les molécules, quelle est la composition de cette plante. Ça veut dire que les remèdes de bonne femme sont parfois utiles? Mais tout à fait, parce que de toute façon, si elles ont passé les âges, toutes ces dames, en tout cas, c'est parce qu'elles ont pu se soigner. Et effectivement, il n'y avait pas une pharmacopée aussi facile d'accès comme maintenant. En 2 ans, Félix a déjà recensé près de 250 plantes. Toutes étaient déjà utilisées par les Amérindiens, les premiers habitants de la Guadeloupe. Tout ce savoir qu'il a entrepris de sauvegarder, Félix le restitue maintenant aux habitants de sa vallée à l'occasion de sorties. Tout commence par un arbre emblématique de l'archipel. Vous avez repéré cet arbre, n'est-ce pas? Donc voilà notre fromager qui est une espèce donc emblématique de cet étage-là, dans la zone de forêt sèche. Vous voyez qu'il y a des épines en fait sur le tronc. Donc il y a beaucoup de légendes autour de ces arbres, il y a aussi beaucoup d'histoires. On pouvait y mettre des trésors parce que ça se voyait de loin. C'est un arbre qu'on le redoute beaucoup. Parce que quand il y avait des esclaves récalcitrants ou bien qui voulaient donc s'échapper, pour montrer vraiment tout le village et faire exemple, on pouvait suspendre comme ça les têtes. Dans cet arbre-là, ça se voyait de loin. Donc les gens craignent beaucoup, c'est l'arbre au Soukounian. Les esprits qui errent et qui viennent se poser là, les esprits qui n'ont pas eu de sépulture. Voilà, donc si vous voulez couper un fromager, ça va être très difficile. On ne trouvera personne. Et puis il fait du coton, vous avez vu? C'est un coton qu'on va utiliser beaucoup pour faire des oreillers, pour des matelas. Il y a une richesse qui est là et qui est assez méconnue, je pense, même pour certains Guadeloupéens. Donc s'arrêter, prendre le temps, flâner, profiter justement de balades comme on fait là actuellement, pour apprendre cette richesse qui se trouve là, à nos côtés, qui se trouve là. Donc ça c'est quelque chose de prodigieux. À vrai dire, quand on se trouve en Europe, on n'a pas cette diversité aussi forte. Souvent on passe à côté des choses et on ne les voit pas. Pourtant on vit là tous les jours. Pour le déjeuner, Félix réserve une surprise. Le botaniste s'est fixé une autre mission, sauver les recettes traditionnelles. Comme le chobozo. Et on s'en régale. Vous avez quelque chose de typique, de local, qui fait au feu, de bois. Et aussi on a l'odeur de la fumée qui sort, qui donne envie de manger quelque chose, ça régale. Le chobozo, mélange de légumes et de viande, est un plat que l'on servait traditionnellement pour les fêtes de famille. On met beaucoup d'haricots dans nos plats. Et puis la cuisine, si tu veux, elle reflète bien toute notre histoire, quoi. On a une partie africaine, une partie amérindienne. Les Indiens, avec par exemple le curry qu'on peut trouver dans certains plats. Par exemple, la farine de manioc, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup aussi aux Antilles. Le piment, il est partout.
On met du piment partout. C'est notre histoire. C'est melting pot. Si on entend beaucoup parler ici en Guadeloupe, c'est les fameux plats traditionnels, le colombo, le wassou, etc. Ce plat-là, je ne le connaissais pas. Ignorant complètement. Voilà, là on est dans la vraie cuisine. Voilà, là c'est la table chez l'habitant. Ça c'est la bonne table chez l'habitant. C'est pas du tout le produit effectivement qui est galvaudé ou que l'on va retrouver dans, je sais pas moi, dans les guides et autres. Ça on a vraiment là les produits frais du jardin qui sont mis en valeur dans un plat chez l'habitant et voilà. Délicieux. C'est excellent. J'ai dit, très bon. C'est local, hein. Nous quittons la vallée de Beaugendre et la forêt tropicale pour les côtes de l'archipel. Le parc national en Guadeloupe, c'est aussi 3700 hectares de réserves naturelles marines labellisées par l'UNESCO. À quelques encablures de Pointe-à-Pitre, le site de Grand Cul de Sac-Marin est le lagon le plus étendu des Petites Antilles. Ici, chaque jour, les gardes observent des dizaines d'îlots. Pour des millions d'oiseaux, ce sont de véritables refuges. Ce qui préoccupe les gardes, c'est la santé de la mangrove. Cette gigantesque forêt maritime est une barrière naturelle contre l'érosion. Un écosystème particulièrement fragile. Il y a 20 ans, elle a même failli disparaître au profit de gigantesques programmes immobiliers. Tu vois, l'eau est assez claire. Là. On voit le fond, il y a quoi? Il y a un peu plus d'1 mètre d'eau. On voit quand même le fond, on voit les feuilles en décomposition. Denis Giroux, le directeur du parc, se bat pour que cette mangrove ne soit pas grignotée par la ville de Pointe-à-Pitre. On est vraiment en pleine nature, mais à vol d'oiseau. J'en ai à 1 kilomètre de l'aéroport, 1 kilomètre du plus gros centre commercial de la Guadeloupe, etc. Donc c'est vrai que les questions d'urbanisation, c'est la principale menace pour les milieux, c'est leur intégrité liée à l'urbanisation. Les mangroves, c'est une véritable nurserie pour un grand nombre d'animaux qui se reproduisent ou nichent dans les mangroves pour vivre ensuite un peu plus lent leur vie adulte autour du littoral. Tout ça, c'est les huîtres. Ouais, huîtres de palétuvier. C'est plus conseillé de les manger, mais en très longtemps, elles ont été mangées de très bonne qualité. Les racines immergées des palétuviers abritent aujourd'hui plus de 250 variétés de poissons. Éponges, barracudas, étoiles de mer y sont maintenant de retour. Depuis qu'elle fait partie du parc national, la mangrove est devenue un sanctuaire. Aujourd'hui, elle semble sauvée. Les îlets de Petite Terre, à 1 heure des côtes en bateau, un autre joyau écologique, lui aussi particulièrement surveillé. La pêche et la chasse y sont interdites. Car ce petit archipel est aussi une réserve naturelle. Joël Berchel et Alain Saint-Auré sont là pour faire appliquer le règlement.
ce sont les seuls habitants de l'île. Ils sont les gardiens de ce petit paradis où jusque dans les années 70, des agriculteurs travaillaient encore. Quand je venais là avec mon père, on habitait dans cette petite maison en tôle. Dès qu'il y avait une journée de vacances, de toute façon, moi j'étais ici. Et mon père, lui, il vivait plus ou moins là. Parce qu'il avait encore ses 250 cabris. Il nous arrivait de passer 3-4 semaines sans voir un bateau venir sur l'île. On était tout seuls. Après, quand ça a commencé à être plus ou moins connu, que les gens ont vraiment commencé à fréquenter ce site, je l'ai vu se dégrader de jour en jour. Alors en 1998, le décret tombe. Petite Terre devient à son tour un sanctuaire. Quand j'entame le tour de l'îlet pour voir comment évoluent les espèces marines, et là de voir pas mal de burgo par exemple, qui est un petit mollusque, un coquillage assez recherché. Quand je suis arrivé ici, il n'y en avait quasiment plus, on n'en voyait quasiment pas. Quand je les vois dans la réserve, je me dis, ben bon, c'est motivant. Ça ne peut être que motivant de voir que quelque part on réussit. Donc il y a des trucs qui se font mais qui sont vraiment bien. Moi je trouve que ça aille dans ce sens, je serais très content, quoi. Que ça continue. Aujourd'hui, le lagon est redevenu un vivier naturel pour des dizaines d'espèces de poissons et de crustacés. Le règlement de la réserve est strict, pas plus de 200 visiteurs par jour. Le tourisme et les pique-niques y sont seulement tolérés. Joël et Alain profitent de chacune de leurs rencontres pour faire passer leur message. Ce matin, c'est un pêcheur qui s'est installé sur la plage pour faire un barbecue. Si lui respecte l'interdiction et pêche hors de la réserve, ce n'est pas le cas de tous. Quel est l'intérêt que les pêcheurs respectent la zone? Puisque c'est des pêcheurs quand même. Ils sont là pour gagner leur vie. C'est le rôle de la réserve. Le rôle de la réserve sur les espèces marines, c'est de servir de nurserie. Dans 5 ans, il se peut qu'il n'y ait plus de poissons, quoi. Mais si ce n'est pas respecté, à court terme, vous n'aurez plus de poissons à pêcher. Tu es conscient que depuis quelques années, tu n'as jamais aussi bien pêché? Oui, ça c'est vrai. Quand j'ai un peu le temps, je pique une tête dans le lagon. C'est vrai que j'ai senti que ça revient. Ça c'est clair. En fait, on sait là où il est le poisson. Il est là. Voilà, il est là. Mais plus ça va, plus on est un petit peu... Il faut qu'on joue le jeu aussi en fait. Mon intérêt, moi, c'est de remplir mon bateau. Mais est-ce que je ramasse tout d'un coup ou bien je pense à demain? C'est ça, en sachant aussi on a la jeunesse au niveau des pêcheurs, mais il y a les pêcheurs qui sont pas loin de la retraite qui continuent et ils ont fait que ça. Ils n'entendent pas de cette oreille la protection du poisson. Petite Terre est devenue un poste d'observation privilégié pour les scientifiques. Aujourd'hui, ce sont les naturalistes de l'association AEVA qui débarquent sur l'île. Avec eux, un observateur très attentif, Fabien Salle, le tout nouveau garde venu des Pyrénées. Après un premier contact avec la forêt et la soufrière, il doit se familiariser avec les îlets et surtout avec une espèce animale qui fait la renommée de Petite Terre. Toute première visite sur cet endroit qui est vraiment bien sympa. On a vraiment une ambiance d'île très, très forte, hein, très prononcée. Des eaux vraiment très très belles. Là. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a au fond. Vous savez ce que vous allez faire là? On va faire un comptage d'iguanes là, cet après-midi. C'est à l'observateur d'évaluer si il est là. Tout juste débarqué, l'équipe entame une campagne de comptage des iguanes qui va durer plusieurs jours. Bon, le protocole est prévu pour être fait par combien de personnes? L'idéal, c'est 5 personnes. Il y en a 2 qui comptent à gauche, 2 qui comptent à droite, et le 5e, c'est le scribe. Il note tout ce que les autres lui disent. Et c'est quoi l'intérêt pour vous de cette comptabilité?
Il y a probablement un tiers du stock mondial de l'espèce qui se trouve sur les îles de la Petite Terre. Le deuxième tiers se trouve à la Désirade et le troisième à la Dominique. Si subitement on a une chute de population ou une forte mortalité, c'est important qu'on s'en rende compte pour voir si on peut intervenir, faire quelque chose pour ne pas perdre l'espèce. C'est là le... Allez, on suit. Joël, on y va. Olivier. Pour ce recensement, ce sont les gardiens de la réserve qui servent de guide. Il y en a sous ta droite. Alors, un iguane perché à plus de 10 mètres. Il y en a 2 dans l'arbre et un au sol. Donc à gauche. À gauche. Ah, ils se confondent bien hein, dans les arbres quand même. Ça c'est quoi? Soit une femelle, soit un jeune adulte. C'est le vert qui vous fait dire ça, d'accord. Les jeunes, les tout jeunes sont vert émeraude. D'accord. Donc là, il mange des feuilles, il est insectivore. Enfin, non, herbivore exclusivement. Tu vois la végétation là, si tu regardes aux jumelles, les feuilles sont toutes. Les buissons, ils sont rasés. Ah oui, c'est taillé là. Voilà, taillé. Ouais, absolument. Comme avec un sécateur. C'est quand même des bestioles étonnantes hein, qui. C'est vrai, avec une tête un peu, enfin un aspect un peu préhistorique quoi. Donc un peu loin du mouton ou de la brebis des Pyrénées là. Voilà, mais on n'est pas très loin du lézard et puis d'autres animaux qu'on retrouve aussi ailleurs. Aujourd'hui, en Guadeloupe, l'espèce est tout simplement menacée d'extinction. Et Petite Terre est devenue un sanctuaire. Est-ce qu'il a des prédateurs, l'iguane? Alors, l'iguane adulte, dans le contexte antillais, non, il n'y a pas de prédateurs. Mais les œufs et les nouveau-nés, oui, ils en ont. Les scientifiques vont recenser près de 8000 iguanes. Fabien est conquis. Regardez là, comme il est tranquille. Et... Pour l'instant, la Guadeloupe, c'est oui. On continue. Ah oui, on continue. Ah, Dans 2 jours, Fabien partira de Petite Terre. Il ira rejoindre son poste de guide nature sur la zone de la Soufrière. Nous quittons la Guadeloupe, direction les Pyrénées, le 2e massif montagneux de France. Sur plus de 400 km, il traverse 6 départements et marque une frontière naturelle avec l'Espagne. Au Moyen Âge, les Pyrénées sont une région d'échanges commerciaux et de circulation des idées. À l'époque, dans toutes les vallées, s'élèvent des édifices religieux. Aujourd'hui encore, dans chaque village, des églises renferment des trésors de l'art roman. Un patrimoine méconnu que certains s'emploient à conserver. Robert Pujol est pharmacien. Il consacre son temps libre à répertorier les pièces d'art uniques qui parsèment les vallées du Comminges. Il y a 20 ans, il a même créé une association, Patrimoine et Culture. Le maître mot, c'est votre église où votre patrimoine local va disparaître. Attention, on va perdre notre mémoire. Voilà, le maître mot, c'est notre mémoire. C'est-à-dire, concrètement, combien de personnes, d'habitants des villages, etc., me disent tu sais, là, ma mère a été baptisée, moi j'ai été baptisé, j'ai enterré mon père, etc. Et ça, c'est toute une dimension qui est particulière au patrimoine d'art sacré. Robert Pujol se rend à Saint-Béat. Cette ancienne place forte de la vallée de la Garonne
bloquait l'accès aux envahisseurs venus d'Espagne. Au Moyen Âge, cette petite ville était même surnommée la clé de la France. Ce matin, c'est à l'intérieur de l'église Saint-Privat que Robert Pujol a donné rendez-vous à une restauratrice d'art, Julie Catalot. On va rentrer dans la forteresse. C'est derrière cette porte que Robert entrepose les chefs-d'œuvre qu'il a réussi à sauver avec son association. C'est nécessaire, toutes ces grilles-là, Absolument, absolument. Ça fait partie de toutes les normes qui font que j'ai pu conserver ces pièces ici. C'est-à-dire sur place. Non, parce qu'on a eu un problème de sécurité. Et là, on a un véritable coffre-fort. Dans la sacristie, près de 50 pièces uniques, toutes classées à l'inventaire des monuments historiques. Parmi ces trésors, un Saint Jean-Baptiste en bois du XVIIe siècle, un tabernacle portatif du XVe et cette enluminure du XIIIe siècle qui décore une partition de musique vocale. Ce qui préoccupe Robert aujourd'hui, c'est cette statue de Notre-Dame de l'Espérance. Julie, on va travailler sur cette pièce qui est supposée, au dire des spécialistes, l'une des plus anciennes d'Europe, donc qui est du XIIe siècle. Vous voyez, cet air figé un peu, cet air distant, c'est vraiment les Vierges romanes et commingeoises. On en compte très très peu, parce que malheureusement, autant une église romane va passer les millénaires tranquillement, autant le mobilier, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable. C'est-à-dire, donc, le bois est fragile, le matériau fragile, ça peut se voler, surtout maintenant, malheureusement. Une Vierge comme ça est évaluée très cher. Alors, il y en a une autre qui est la vedette du musée, puisqu'on l'emprunte un peu partout dans toutes les grandes expositions, à Paris ou ailleurs, c'est celle-ci. D'accord. Là, le problème, c'est qu'elle a subi des... C'est les conditions climatiques qui ont joué, en fait. Là, prends-la par là, ouais. C'est au niveau des pieds que ça pose problème. D'accord. C'est des éléments d'assemblage des pieds qui ont... D'accord, c'est un roc. Qui se sont corrodés, et du coup, ça a fait éclater le... C'est un roc. Voilà, c'est un roc. C'est quoi? Alors, c'est un roc... Ouh là là, oui. Voilà, donc ça, elle est mal, là. Elle n'est pas bien. Je te laisse faire, Voilà. Donc ça, c'est une représentation d'un saint qui est très très populaire. Alors il était censé protéger les animaux. Je vois encore, chaque année, on amenait tous les paysans, mon père, tout le monde, amenait les bœufs, les oies et tout, enfin une partie du cheptel, sur le parvis de l'église, et on bénissait les animaux chaque année. Certains de ces chefs-d'œuvre de l'art roman ont un besoin urgent d'être restaurés. Je l'amène sur l'autel? Oui. Afin de dresser un inventaire précis de ces trésors, Robert Pujol organise une séance photo destinée à la réalisation d'un catalogue. Ça, on le fera juste après. D'accord. Alors, on va commencer par... Voilà. Ce que je voulais aussi, c'est que tu vois la photographie derrière et le bas aussi. Grâce à ces photos, le passionné d'art roman espère convaincre des mécènes de s'engager à financer la restauration des pièces abîmées. Robert Pujol parcourt les routes des Pyrénées depuis maintenant 20 ans. Il connaît chaque village et chaque vallée. Bien souvent, on m'a dit, tu sais, en t'occupant de mon patrimoine, là, de notre patrimoine dans ce village, tu nous fais relever la tête. C'est une expression que j'ai souvent entendue. Tu nous fais relever la tête. Ah, la voilà. Ah, elle est dans le... Ce matin, il est attendu par le maire de ce bourg du Val d'Aran. Une vierge en bois du XVe siècle, sainte patronne du village, est en mauvais état.
Et cette statue, c'est Sainte Barbe. Et lorsqu'on souhaitait un petit peu de pluie, notamment en été, on la trempait dans le bassin. Alors c'est pour ça qu'elle a souffert un petit peu quelquefois. Hein. J'ai entendu une grand-mère l'autre jour qui me racontait, bon, tellement ça fait partie de l'histoire du village. Hein. Quand elle était gosse, elle habitait dans ce coin. Et lorsque les parents la contrariaient, la nuit ou le soir, en cachette, elle venait jeter des seaux d'eau sur la Vierge pour que le lendemain il pleuve et qu'il n'ait pas à rentrer les foins. Tu vois. Donc ça fait partie des histoires. Nous sommes vraiment dans l'histoire du village. Attention. Aux côtés de Robert, l'équipe de photographes et Julie, la restauratrice. C'est la première fois que des scientifiques établissent un diagnostic précis des dommages subis par la statue. Là, j'ai des archives qui datent d'1 siècle et qui disent que la main était perdue. Hein. D'accord. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ouais. Okay. Est-ce qu'à ton avis, il y a des animaux à l'intérieur? Oui, là oui. Donc, hein, là, elle a tout terrible, subi. Hein. L'eau, le vent, les animaux. Qu'est-ce qu'on peut sauver là? Stabiliser surtout? Stabiliser et après, déjà un bon dépoussiérage qui enlèverait toutes les poussières qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, ce qu'on peut sauver, la polychromie restante. Déjà, nettoyer le bois. Oui. Ou alors, je ne sais pas si tu voudrais, mais... Dès que la statue sera remise en état, il faudra aussi la protéger du vol. Je ne sais pas si c'est lié à elle, mais c'est un miracle qu'elle soit encore là, je te le dis. Hein. C'est parce qu'on est dans un coin complètement isolé, hein, parce que c'est un miracle. Hein. Alors, d'accord, merci. En attendant une prochaine renaissance, la Vierge de bois sera mise à l'abri. Compte tenu de ce que nous avons discuté aujourd'hui, on va la garder à la mairie. Mais par contre, pour assurer mes administrés, on va mettre un petit papier pour dire qu'elle n'a pas été volée, qu'elle est en cours de restauration. Ouais. Voilà. Hein. Le coût de la restauration de Sainte-Barbe est trop élevé pour cette petite commune. L'association Patrimoine et Culture va tout mettre en œuvre pour aider le maire à trouver un financement. Direction maintenant la vallée d'Oueil. Autre sujet de préoccupation pour Robert, cette chapelle du XIIe siècle posée à flanc de montagne. Classé monument historique, ce magnifique exemple de l'art roman abrite un trésor. Une peinture murale du XIVe siècle qui recouvre les murs de la nef. Un chef-d'œuvre conçu par un des ateliers d'artistes itinérants qui sillonnait à l'époque les Pyrénées. Aujourd'hui, malgré une première restauration dans les années 60, cette fresque est menacée de disparition. On va aller en face, là, celui-là. Il y a urgence. Pour la sauvegarder, Robert Pujol a demandé l'expertise de Jean-Marc Stouff, une référence dans la préservation des peintures murales. On a des résines, là on voit très bien qu'elles sont en train de se soulever de ces cahiers, c'est-à-dire avec les variations hygrométriques. Je lève des... Qu'est-ce qui vous avait mis la puce à l'oreille? Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça. C'est je m'approche et je vois qu'il y a des sels là-dessus. Et là, ça, c'est un très mauvais signe. Là, ça signe quand même un grave danger sur une fresque. On s'aperçoit très bien qu'il y a une différence très nette entre un élément qui a été rebouché, donc qui avait été piqué à un moment donné, parce que ces peintures ont dû être recouvertes par des enduits. Par contre, on a des problèmes d'humidité dans l'édifice, et ça, c'est manifeste. L'urgence provient manifestement du bâtiment lui-même. Voilà, d'accord. Ça nous amène à l'étanchéité du toit, voilà, etc. Il faut aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, mais à mon avis, il y a un problème de ce qu'on appelle aujourd'hui de conservation préventive, c'est-à-dire que ces peintures ne sont pas dans un lieu, le lieu n'est pas adéquat pour avoir une bonne conservation de ce qui reste de ces peintures. Voilà. Vous êtes un peu une vigie, vous, dans le coin, là? Je joue un peu ce rôle-là, oui, entre autres. Parce que on est au fond d'une montagne, on est au fond géographiquement, on est au fin fond d'une petite église, et personne ne songe qu'il peut y avoir des œuvres d'une telle envergure.
Impossible de commencer la restauration de ces peintures sans d'abord remédier aux infiltrations qui dégradent les murs de la chapelle. Mais ici, on a l'explication de ce qui se passe à l'intérieur. On voit très bien qu'on a... la toiture, a priori, ne semble pas en mauvais état, mais on a toutes les eaux de toiture qui coulent directement sur les hauts des contreforts, qui baignent totalement les murs. On voit la végétation qui pousse, donc il y a manifestement des infiltrations d'eau par le biais des contreforts. Le premier travail, c'est quand même d'assurer un entretien de cet édifice, et notamment de cette partie-là. La réparation des murs de cette chapelle est une priorité pour Robert Pujol. Là encore, il va tout faire pour lever des fonds. À 1 heure de route de Bingue-Dessus, au cœur des Pyrénées centrales, la Vallée d'Or. Ici, un autre patrimoine a laissé son empreinte à même la montagne. Le marbre. La réputation des carrières pyrénéennes débute dès l'époque romaine. Le marbre de Sarancolin, reconnaissable à sa couleur gris agate, a été exporté durant des siècles vers Rome pour orner les plus grands sanctuaires. Robert Pujol aimerait créer une route du marbre. Pour l'aider aujourd'hui dans cette ancienne carrière royale, il retrouve Pascal Julien, historien. Ici, il faut imaginer qu'on est au XVIe siècle et qu'au XVIe siècle, Henri II, qui vient de succéder à François Ier, veut continuer l'œuvre de son père pour le Louvre. Le château du Louvre, le palais du Louvre, il lui faut des marbres, il ne veut pas de marbre italien, que fait-il ? Eh bien, il va envoyer un architecte parisien en Pyrénées pour chercher des marbres, pour aller dans les carrières anciennes, les carrières romaines, retrouver des marbres. Un siècle plus tard, c'est Louis XIV qui relance la carrière pour la construction de son nouveau palais, à Versailles. Colbert va répondre aux exigences de Louis XIV, qui veut que Versailles soit de marbre. Et là encore, on demande des marbres royaux, des marbres du royaume, une identité du sol français en quelque sorte. Et là, on va envoyer des marbriers qui vont réexploiter ces carrières, rouvrir toutes ces carrières. Et ça va alimenter les grands appartements de Versailles, la chapelle de Versailles, le salon d'Hercule notamment ensuite, au début du XVIIIe siècle. À l'époque, il faut imaginer des carriers qui vont travailler à peu près 6 mois par an. L'hiver ici est terrible, donc en plein hiver on ne peut pas travailler, mais dès le mois de février-mars, ils se mettent au travail. Ils sont à peu près des équipes de 20-25 personnes, ils ne sont pas très nombreux, c'est un travail extrêmement compliqué. Il faut imaginer que dans cette galerie qu'on a creusée dans cette montagne, eh bien on a creusé en fait à l'époque 2 tranchées latérales, 2 galeries latérales, dans le marbre de moins bonne qualité, en gardant le meilleur marbre au centre. Et une fois qu'on a creusé ces 2 galeries-là, on recreusait d'autres galeries, on sciait les blocs. Et puis là, avec des scies qui sont en fait des scies sans dents, de longues lames de fer qui vont entraîner du sable que l'on mélange avec de l'eau, eh bien avec ce sable, par abrasion, on va scier le marbre. Alors c'est de l'ordre de 2 cm toutes les heures, hein, et encore. Hein, c'est vraiment, ça prend des journées et des journées pour scier ces blocs. Et on extrait comme ça des blocs très proprement. Pour répondre aux volontés de Louis XIV, dans les vallées pyrénéennes, les bâtisseurs du palais de Versailles emploient des centaines de marbriers. Ça coûte des fortunes, mais on va dépenser des millions de livres à Versailles pour le marbre à Versailles. Parce qu'il y a la volonté d'avoir comme ça un acquis national, véritablement, que Versailles soit le reflet des richesses de la France. Nous quittons les carrières de Sarancolin, direction les Hautes-Pyrénées et les contreforts de la Vallée d'Ousse. Posé au cœur d'un village de Bigorre, un petit trésor d'architecture du XVIIIe siècle. Le château de Gardère. Le projet fou d'un groupe d'amis de la région. Depuis 10 ans, ils se battent pour sauver leur château. Ils ont même créé une association, Gardère 1723. Ça craque? Qu'est-ce qui craque?
Au programme aujourd'hui, la pose de moulures dans une future salle de bain. Le maître d'œuvre de ce projet, c'est David. En 2000, ce secrétaire médical rachète Gardère et se lance dans sa restauration. Combien de pièces il vous reste à faire? Quinzaine. Ah, et sur combien? 10 ans, je pense. Non, c'est vrai que quand j'ai racheté ici, je me suis dit que j'en prenais pour 20 ans. Et donc, il en reste 10. L'idée, c'est de rester le plus authentique possible. C'est pas de restaurer pour restaurer, c'est restaurer par des passionnés qui puissent vraiment mettre leur savoir-faire. Philippe est l'un des piliers de l'association. Architecte à Pau, il s'est tout de suite enthousiasmé pour le château et sa restauration. On savait ce qu'il savait faire, le goût qu'il avait pour les vieilles pierres. Et nous, quand on a vu ça, que nous connaissions déjà plus ou moins, parce que bon, nous sommes originaires tous du coin, donc on connaissait cette bâtisse, on s'est dit, ça y est, youpi, pourquoi pas, et on a plongé, quoi. On n'a pas cherché à... D'ailleurs, le projet était trop grandiose. Non, je crois qu'on est un peu fou, quelque part. Mais c'est une mécanique qui roule bien, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'on se prend dans le jeu, on avance, on avance, on avance. On est toujours émerveillé de voir une pièce qui reprend vie, qui reprend ses couleurs, qui reprend ses formes. Pourtant, il y a 10 ans, Gardère était une ruine. Le château a été successivement transformé en ferme, puis en dépôt d'épicerie. En l'achetant, David l'a sauvé de la démolition. Mais tout était à refaire. Aujourd'hui, 15 des 25 pièces principales ont déjà été restaurées. Peu à peu, le château retrouve son lustre du XVIIIe siècle. Transformé en véritable lieu de vie, Gardère est devenu une sorte d'entreprise collective, avec ses rites. Je vous posais la question la semaine dernière, expliquez-nous le nombre d'or. En fait, c'est un part d'un carré. J'ai déjà fait le carré à devenir. Traditionnellement, tous les membres de l'association se retrouvent au château pour un déjeuner dominical autour de David. D'abord seul pour son projet fou, il a su rallier certains habitants comme Manuel, l'électricien du village. Depuis le premier jour que David est arrivé ici, on a commencé à tirer quelques tuyaux d'arrosage pour avoir un peu d'eau à l'intérieur, un petit peu d'électricité. Et vous croyez, vous, à l'époque? Pas vraiment, non, ça s'est passé très vite. On n'a pas eu le temps, je pense, sur moi de réaliser. Et même maintenant, c'est un peu comme un enfant qui grandit. Quand on vit avec lui, on ne le voit pas tellement. Mais voilà, ça fait une dizaine d'années. C'est pour ça, quand on regarde des photos ou qu'on se dit... comment c'était, c'est là que vraiment qu'on réagit. Pour avoir un rythme impressionnant. Brigitte, elle aussi, a été séduite par le projet de David. Ah, il m'a dit, vous êtes la bienvenue. Qu'est-ce que vous savez faire? Alors j'ai dit, tout. Jardin, couture. Tout, donc ça tombe bien, je prends. Voilà, tout simplement. Oui, je fais de tout, bien sûr. Tout simplement, Sa passion nous entraîne. J'en reviens pas non plus de faire tout ce que je fais. Et puis bon, on est fiers. Moi, je sais qu'il y a une partie de moi qui est au château, donc voilà. Le prochain grand chantier du château, c'est son jardin. Depuis plusieurs semaines, des élèves du lycée horticole de Tarbes l'ont investi. Avec leur professeur, Lionel Gallois, ils vont y recréer un parc dans l'esprit du XVIIIe siècle. Donc l'idée, c'est de créer un jardin. Donc là, c'est créer un jardin et en relation avec la symétrie de la façade 18e du château. Donc c'est vraiment un jardin régulier, un jardin à la française. Ici, il y aura des parterres en broderie. Donc c'est du buis qui est taillé court et qui forme des arabesques, qui forment des dessins. Donc là, les étudiants vont travailler sur des formes spécifiques à Gardère. C'est un terrain de jeu pour moi et pour les élèves. Si tout va bien à Gardère, le parc à la française sortira de terre au printemps prochain. Dans la vallée d'Aspe, sur la célèbre route du Somport qui mène à l'Espagne, un autre patrimoine des Pyrénées a bien failli disparaître.
En 1842, pour se protéger d'une éventuelle invasion espagnole, Louis-Philippe ordonne la construction d'un fort, le Portalet. Aujourd'hui, sous l'impulsion d'un homme, les habitants de la vallée ont décidé de le sortir de l'oubli. Édifiés sur une falaise, 3 ensembles de bâtiments sur 5 niveaux sont construits à même la roche. Ces fortifications s'élèvent sur 600 mètres de dénivelé. L'un des plus bels exemples de l'architecture militaire. En 1952, l'armée quitte le fort et l'édifice est laissé à l'abandon. Mais derrière ces murs, s'est écrit une page sombre de notre histoire. Le fort du Portalet dresse en plein rocher sa masse sévère. C'est là que, par décision du maréchal, seront détenus les responsables de la défaite. En 1941, le gouvernement de Vichy décide de transformer le fort en prison. Sur ordre du maréchal Pétain, sont internés 5 hommes politiques et militaires que Vichy considère comme responsables de la défaite. Georges Mandel, le général Gamelin, Édouard Daladier, Paul Reynaud et Léon Blum y sont incarcérés. En 2005, le Portalet est classé monument historique grâce à l'obstination d'un homme, René Rose. Aujourd'hui, il présente son fort à Christophe Latécouère, un historien. Voilà. Alors, je suppose que c'était... C'est au bout de ce couloir que Philippe Pétain, à son tour, sur ordre du général de Gaulle, a été interné le 15 août 1945. Condamné à perpétuité, il passera quelques mois dans cette cellule avant son transfert pour l'Île-Dieu. On n'a jamais dépassé 5 détenus au Portalet. Jamais. C'est une prison qui a été conçue dès le départ pour l'élite de la société. C'est exactement une Bastille. Bastille, où elle tombe, elle a moins de 10 détenus, et le Portalet est exactement sur le même registre quantitatif. L'idée folle de René Rose serait de reconstituer à l'identique plusieurs de ces cellules. On va pouvoir reconstituer les menuiseries. Ça a été saccagé, ça a été volé, emporté. Ce que je vois autour de moi aujourd'hui, c'est une désolation. C'est une désolation, et il me tarde évidemment qu'on remette un petit peu tout ça en état, parce que c'est le fort du Portalet. Pour sauver son fort, René se bat sans compter depuis 40 ans. Son obstination a payé, il a su trouver des subventions et après plusieurs campagnes de réfection, le fort est désormais hors d'eau. Dernier chantier en date, ses terrasses. Il y avait un arbre à travers le toit. Hein. Les 2 terrasses, c'était que des arbres, des buissons, de la terre, de la mousse, l'eau qui pénétrait partout, les puits de jour complètement ouverts puisque tout avait été volé. Ces terrasses ont servi de cours de promenade pour les prisonniers. On sait qu'ils avaient droit à 1 heure de promenade, et 1 heure de promenade en solitaire. C'est-à-dire qu'aucun prisonnier, et là les conditions sont très drastiques, aucun des prisonniers ne devait entrer en communication avec ses codétenus. On peut s'imaginer que Paul Reynaud, plus tard Philippe Pétain, ont cheminé ici. Exactement. Et qu'ils aient eu pour seul théâtre la solitude évidemment des lieux et de ce cadre absolument exceptionnel qui les renvoyait à leur propre déclassement social et politique. Seul témoignage de cette époque, cette photo où Philippe Pétain s'entretient avec ses gardiens. Il s'est passé quelque chose ici, à ce fort du Portalet. Et aujourd'hui, il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, il faut être heureux de pouvoir ensemble, sur le plan matériel et sur le plan historique, redonner de la vie à ce fort du Portalet. Dernière étape de ce voyage au cœur des Pyrénées. Nous quittons le Portalet
et la proximité de la frontière espagnole pour remonter la vallée d'Aspe. La chaîne des Pyrénées est un gigantesque patrimoine naturel. Sur ces montagnes, des hommes travaillent. Ce sont les gardiens des vallées. Ils sont bergers. C'est ici, au lycée des métiers de la montagne, que durant 2 ans sont formés les futurs gardiens de troupeaux. L'élément suivant, c'est la matière azotée. Et de la matière azotée, on en a très peu. Autrefois, le métier se transmettait de père en fils. Mais aujourd'hui, ce sont de jeunes citadins qui reprennent le flambeau. De céréales. Il faut aller chercher ça au niveau de la cellule. Dans la dernière promotion, 7 filles et 8 garçons, avec des parcours professionnels différents. Des animaux. Ils étaient ingénieurs, électriciens ou infirmières. Ils ont tout découvert du monde pastoral au contact de leurs professeurs. Pour que les élèves se fassent la main, le lycée possède même son propre troupeau. Non, 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 l'herbe. Jean-Luc Boucheron est spécialiste de l'alimentation. Il est un peu la mémoire du monde pastoral. Il connaît tous les secrets d'un métier souvent rude. Quand ils arrivent, ils ont souvent des idées un peu faussées. Bon, ils ont l'idée un petit peu idyllique, un peu bucolique du métier d'éleveur. Ensuite, ils se rendent compte que c'est pas si évident que ça, qu'il y a plein de choses à connaître et que derrière, il y a tout un tas de gestes à acquérir et de réflexes à acquérir qui ne sont pas si évidents que ça et qui nécessitent du temps. Votre fonction, c'est presque un peu de faire tomber tous ces clichés qu'ils ont du métier, toutes ces idées un peu préconçues qu'ils ont. Oui, ça tombe tout seul. On va pas, on les fait pas tomber, nous. On ne cherche pas à les faire tomber, on les laisse avec leurs illusions et puis elles se posent les unes après les autres. Chargé de leur montrer les gestes des anciens, cet après-midi, Jean-Luc enseigne à ses élèves un coup de main pour conserver des animaux en bonne santé. Je la retourne, mettons l'autre sens. Là, il est un peu tendu. Il a bien traité tes jambes, voilà, et laisse-la se calmer. Pour la première fois, les élèves vont tailler les ongles des brebis. Là. Voilà. Ah, ma belle. Là. Doucement, doucement. Là. Là. On a choisi une nerveuse. Elle est tendue. On leur refait les pattes. On leur met les pattes à plat de façon à ce qu'après, quand elles vont partir à la montagne, qu'elles aient les pattes qui reposent bien par terre et que ces ongles qui ont poussé, comme les nôtres, si vous voulez, qu'ils soient coupés, parce que sinon ça se replie dessous et après, il y a des infections qui s'y mettent et c'est pour ça qu'elles boitent. C'est comme ça, là, tu coupes là encore. Là, quand ça revient, ça revient. Oh, tu coupes un peu, oui, encore. L'animal qui ne peut pas marcher correctement, eh bien, il sera handicapé pour parcourir suffisamment d'espace. Et donc, il ne mangera pas suffisamment. Et au lieu de redescendre en bon état, il redescendra maigre. C'est quoi la difficulté Là, c'est la force dans la... avoir assez de force dans la main, là. Il y a un vrai coup de main. Il y a un savoir-faire, il faut prendre des précautions, il ne faut pas aller trop profond, mais il faut aussi avoir de la poigne parce que c'est dur. Là, ça va être bon, là. Allez, oui. je la laisse. Voilà, tu vas être bien. Après l'entretien des sabots, les futurs bergers apprennent maintenant à raccourcir les cornes. Parce que des fois, les cornes rentrent dans la joue et là, ça risque de faire un point d'infection. Et j'y vais. Voilà, et tu vas. Voilà. C'est pas douloureux pour l'animal, simplement il n'aime pas, donc il faut le maîtriser. Alors ça sent un peu le roussi, mais c'est pas grave. Et voilà. Et voilà. Voilà, comme ça elles sont toutes belles pour partir. Il y a 18 mois, Aurore travaillait encore en Haïti comme infirmière. Depuis l'âge de 20 ans, quand j'étais dans les Hautes-Alpes, j'avais croisé des bergers assez énigmatiques. Et ça, oui, ça m'avait intrigué ce métier. Ouais.
J'avais envie d'aller voir et de vivre aussi de vivre cette expérience. Et là, il n'y a pas de désillusion? Physiquement, c'est dur, ouais. On dort pas beaucoup, on se lève tôt, mais c'est tous les jours en fait. Cet après-midi, cours de conduite de troupeau pour les futurs gardiens des Pyrénées. Ils sont accompagnés de l'unique compagnon qui les suivra en montagne, leur chien. Tu viens sur le côté, tu montes le bâton pour le faire repartir vers l'arrière. Romain est l'un des 15 élèves du lycée. C'est bien. Auparavant, il était conducteur de chantier. Voilà. C'est bien, mon chien. C'est bien. Allez, non. Attention au mot aller qui a tendance à l'exciter. C'est Toumi qui l'aidera à surveiller son troupeau. Dans quelques semaines, il va monter près de 1000 brebis dans les estives, les pâturages de montagne. C'est bien, stop. Stop. Bon. Donc là, vous avez pu voir l'importance de votre placement et de vos déplacements. Si vous restez trop statique et que vous êtes préoccupé par le chien et que vous êtes sans arrêt en train de le commander, ça ne marche pas mieux. Allez l'aider si c'est en difficulté. Et là... Romain a acheté Toumi à son arrivée au lycée. Plusieurs saisons en montagne seront nécessaires pour faire de lui un parfait chien de berger. Il est prometteur. Voilà. C'est-à-dire qu'il répond aux ordres, il est intéressé par les animaux et il lui manque des petits... Il manque surtout de l'expérience en fait. Cet été, il monte avec moi. Nous quittons Laurent-Sainte-Marie pour les premiers contreforts de la vallée d'Ossau. Dans quelques jours, les futurs bergers vont partir seuls avec leur troupeau. C'est l'occasion de réviser une dernière fois les réflexes à avoir pour survivre en montagne. Aujourd'hui, Romain et sa classe ont rendez-vous avec Louis Espinassou, un montagnard chevronné. On a la saine fatigue, comme on dit, quand on est de retour à la cabane. Mais vous, des professionnels, à part donc le coup de bourre parce qu'il faut foncer, dans une journée normale, il n'y a aucun moment où vous devez être essoufflé ou rouge. Essoufflé ou rouge, vous ne faites pas correctement votre boulot. Et en cas de chaleur hein? Ah, une forte chaleur. D'accord, forte chaleur. Mais non, mais tu sues ou autre, mais non, mais tu souffles pas. En montant là, vous allez sentir quand c'est les cuisses qui bossent ou bien quand c'est les mollets qui tirent. Quoi. Être bon berger, c'est avoir des grosses cuisses, c'est pas gros mollets. Hein. Quand vous commencez à avoir des sensations dans les mollets, c'est que vous forcez trop. Seul durant plusieurs mois, un bon berger doit être capable de faire face à des situations extrêmes. Comme par exemple, apprendre à tomber sur une pente enneigée. Non, 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 pas bouger. Ok. Quelle que soit la position dans laquelle vous partez, le réflexe c'est d'abord il faut que je sois dans ce sens-là. Tant que je suis de ce côté-là, ça ne sert à rien de penser. Ça ne sert à rien de penser parce que je prends de la vitesse. Donc d'abord s'éloigner curieusement, hein, c'est pas rester comme ça, plus je reste comme ça, plus je vais partir. Avec les mains je m'éloigne et là voilà, et je tape et je m'arrête. Faire l'araignée, un automatisme que tous les élèves doivent maîtriser. Essayez d'être extrêmement rapide, c'est dans la rapidité que vous sauvez votre peau. Hein. C'est au tour de Romain. Voilà, allez, cogne. Sur le ventre, la tête en haut, sur le ventre, la tête en haut. Ouais. Allez, vas-y, sur le ventre, la tête en haut. Voilà. T'as été aidé, là. Hein. C'est un exercice de type procédure. C'est-à-dire c'est pas le voir, c'est pas l'entendre, c'est pas le savoir. C'est le faire. C'est pour ça qu'on le fait en entraînement. C'est comme les pompiers, la procédure. Il faut la répéter, pour que ce soit quasiment le corps, quasiment réflexe. Une fois qu'on se retrouve sur le dos dans une pente, ou même sur les fesses, tout simplement, si on commence à réfléchir, c'est trop tard. Donc il faut que tout de suite on soit retourné. C'est la seule façon de se rattraper. Allez hop, allez, voilà, là. Ouais. Ça ne sert pas souvent, mais quand ça sert, ça peut être vital. D'une part, il y a des situations dangereuses, et puis surtout, c'est des situations de solitude. Donc, tu es seul avec le bétail, et ce n'est pas le bétail qui va les prévenir. Autre technique, en montagne, un bon berger ne doit jamais se déplacer sans son bâton. Et pour bien comprendre son utilité, rien de mieux qu'une pente à pic.
Tous les ans, ils sont une dizaine de bergers à se blesser grièvement en montagne. Voilà, là c'est joli, tu vois, là c'est bien planté, là. C'est bien repoussé par ton bâton. C'est typiquement le genre de situation qu'on peut rencontrer sur l'estive. Pour aller chercher un lot de brebis, c'est rare qu'on utilise les sentiers de randonnée. Fin du test. Avant de redescendre, Louis Espinassou a tenu à faire une halte sur l'un des sites emblématiques des Pyrénées. Des cercles de pierre, des cromlechs, témoignent que la vallée d'Ossau est occupée depuis des milliers d'années. Ces cercles de pierre sont les marques des premiers bergers, ça on en est sûr. Hein. Ce qui est extraordinaire ici, c'est cette continuité, c'est qu'on peut se dire que ici, depuis 2500 ans, à la même saison, tous les ans, il y a des gens qui montent et qui font à peu près le même travail, au même moment, à la même saison, au même endroit. Et vous vous inscrivez dans cette continuité. Ces installations de cercles de pierre, bon, il y en a un petit peu sur toute la zone au moins des Pyrénées-Occidentales, qui est celle que je connais, hein, et chaque fois on les rencontre sur des sites qui ont été, ou qui sont toujours, des grands sites pastoraux. Jean-Luc Boucheron accompagne ses élèves à chaque sortie en montagne. Il se bat pour que des jeunes continuent à exercer ce métier de berger dans les Pyrénées. Le pastoralisme et l'élevage, c'est véritablement l'âme de ces vallées. C'est ce qui les a fait vivre depuis quasiment la nuit des temps. Et c'est probablement ce qui continuera à les faire vivre si on arrive à maintenir ces activités. C'est le lien social, c'est l'activité économique. Et ne pas faire le nécessaire pour que ça se poursuive, tout en évoluant. C'est malheureusement l'assurance que ces vallées, elles seront très rapidement sur le déclin et bon, sur de la désertification, comme on l'a vu dans plein d'autres endroits malheureusement. Mi-juin, c'est la fête de la transhumance. Ce matin, les troupeaux quittent le village pour gagner les pâturages de montagne, les estives. Romain attend ce jour depuis 2 ans. Chaque printemps, la vallée est réunie autour de ses bergers. Le pompon entre les deux cornes. Comme ça? Ouais, voilà. Et ça va partir, ça. Après 24 mois d'apprentissage, Romain franchit aujourd'hui un nouveau cap. Pour la première fois, 5 éleveurs lui ont confié 900 brebis. Les pompons, ça veut dire quoi? Pour décorer. C'est une tradition au village ici de mettre des cocardes ou des pompons aux brebis pour décorer un peu avant la montée. Mais il n'y a pas de signification particulière. C'est la tradition. Autre tradition, avant le départ pour les 5 mois d'estive, les troupeaux sont bénis par le prêtre du village. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les brebis quittent Boots pour une montée de 3 heures. Suivant la coutume, les éleveurs et les habitants du village accompagnent le berger jusqu'à son estive. Dernière étape avant de se retrouver tout seul? Ouais. J'ai hâte. Ouais? Ouais. Il y a trop de monde là. Ça fait partie de la fête. Après 7 mois passés à la bergerie, les brebis prennent possession de leur nouveau domaine.
Romain, lui, va vivre ici près de 150 jours. Un choix de vie, l'aboutissement de 2 ans d'efforts. L'estive du jeune berger, la voici. Ce sont ses 600 hectares. Jean-Luc et Alexandre, ses 2 professeurs, ont tenu à l'assister pour ses premiers pas dans le métier. Pendant toute la durée de son séjour, Romain va vivre dans cette cabane, mise à sa disposition par les éleveurs de la vallée. Donc voilà, bienvenue dans mon humble demeure. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, hein, Ah oui, pour une cabane de montagne, on a vu pire. Eh oui, je suis assez satisfait. Donc nous sommes dans un appartement de type T2 bis, voilà, parce qu'il y a une mezzanine. Nous avons donc un frigo qui marche à l'énergie solaire, une gazinière four à gaz, un évier avec eau froide, eau chaude alimentée par un chauffe-eau gaz. Vous voyez son problème là, vivre 150 jours dans cette cabane. Ici là? Ah ouais. Plus même peut-être. Durant ces 5 mois passés en montagne, c'est la météo qui va rythmer la vie de Romain. S'il fait très mauvais, elles vont avoir tendance à rester dans les bois et à descendre assez facilement. Et là, ça fait beaucoup de marches et hors sentier, dans des pentes assez abruptes. Quand il fait beau, le travail est facile. C'est pour ça aussi que les gens ils ont une image du métier de berger qui est assez cool, quoi. Les gens ils se baladent en montagne quand il fait beau. Hein. Voilà, il se ramène le jour où il fait mauvais. Quand il fait mauvais, tu trouves pas trop de monde. Hein. Combien de temps faut pour qu'il y ait un bon berger, selon vous? C'est difficile à dire parce que, bon, il y a des aptitudes individuelles qui font que certains jeunes vont devenir des bergers reconnus assez rapidement et d'autres auront beaucoup de mal à y parvenir. Donc il est difficile de répondre à cette question. Quelque part, le métier de berger, c'est un métier artiste. Savoir sentir la nature, sentir les animaux, savoir toujours faire en sorte que l'un et l'autre aillent ensemble, tout en ménageant l'avenir. Ça, quelque chose qui ne s'acquiert pas, surtout pas dans les livres. Le lendemain matin, Romain est enfin seul comme un vrai berger. C'est le moment de retrouver les gestes appris à l'école. Là, j'installe les pierres à sel. Voilà, pour que les brebis viennent prendre le sel dont elles ont besoin et surtout envie. Ça nous permet qu'elles viennent régulièrement à cet endroit-là. On voit comme elles en sont friandes. Ça fait des jolies sculptures. Gauche. Aidé de Toumi, Romain guide son troupeau en contrebas de sa cabane vers un nouveau pâturage. Il va devoir en changer chaque jour. Pour y parvenir, il ne compte pas les heures de marche. Ces brebis ne doivent manquer de rien. Elles ont besoin quotidiennement de 8 kg d'herbe. La brebis a fait les 3-8. Elle dort 8 heures, elle mange 8 heures et elle rumine 8 heures. C'est un rêve de gosse pour vous, berger? Non, c'est pas un rêve de gosse. C'est un jour, je me suis dit, ma vie ne correspond pas à ce que j'ai envie qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a ça, et voilà, et c'est chouette. On y va. On y va. J'ai foncé. J'ai fait cette formation. Et puis, voilà, je m'éclate.
Et vraiment, je ne regrette pas. Les Pyrénées, pour vous, c'est quoi? C'est chez moi. C'est la maison, c'est le bureau, c'est ma vie. Rassemblé, le troupeau va ensuite passer plusieurs heures à paître. Romain en profite pour aller nettoyer le point d'eau qu'il a repéré. En montagne, il faut savoir tout anticiper. Là, en fait, c'est plus des bassins qui seront utiles si jamais les autres sources viennent à se tarir un peu. Mais si elles peuvent l'avoir à disposition avant pour prendre l'habitude de venir chercher l'eau ici, c'est bien. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut préserver la nature. Et pour eux, préserver la nature, c'est mettre la nature sous cloche. Si on met la nature sous cloche sans présence humaine, la nature se modifie. Donc elle n'est pas préservée. Le berger, il en tire une fierté, ouais, d'entretenir le paysage. Voilà, moi, je suis un peu un jardinier des Pyrénées, quoi. C'est pas mon boulot, mais mon boulot participe à maintenir les Pyrénées et la montagne telle que les gens la connaissent. Et si un jour, sur cette montagne, il n'y a plus de berger, la montagne changera. Le jour se lève sur le col de l'Escalette. Romain commence sa journée. Voilà bientôt un mois qu'il a rejoint l'Estive. Aujourd'hui, il s'est installé dans la solitude du berger et s'est déjà créé ses habitudes. Et sur la plaine d'Alsace, cet après-midi, sur les régions de l'Est, ces pluies très dispersées prendront un caractère. Écouter la radio, c'est important. Bah, c'est intéressant de connaître un peu la météo, de savoir un peu ce qui se passe, hein. Même si c'est pas tout le temps gai. Mais ouais, il faut se fixer un petit rituel, s'asseoir pour manger, faire la vaisselle, faire le lit le matin. Et puis écouter la radio, ça permet d'éviter de se laisser griser par l'isolement et de revenir un peu trop en état sauvage. Donc il faut essayer de garder un peu une routine, un mode de vie qui ne soit pas trop différent de ce qu'il y aura à la fin de l'estive. C'est beau de monter, mais il faut penser à redescendre. Faut pas y penser, mais il faut le préparer. Chaque matin, sa première préoccupation est de retrouver son troupeau qui passe désormais ses nuits en liberté dans la montagne. Il y en a un peu partout ou... Non, ils sont assez regroupés là. Le boulot du berger, c'est de savoir où sont les brebis, hein. Pas forcément d'être tout le temps avec elles, mais au moins de savoir où elles sont et d'être en mesure d'aller les chercher s'il y a besoin. Donc le petit rituel du matin, c'est ça, c'est tout de suite savoir. Ah ben, la journée du berger, elle se gagne le matin. À 10 h, c'est fini. Petit à petit, le jeune berger prend de l'assurance. Au fil des jours, lui et Tommy sont passés maîtres dans l'art de regrouper le troupeau. Et chaque bête est devenue familière. Elle cherche son petit. Elle s'était avancée loin, sans la troupe, avec d'autres brebis. Et là, elle revient parce qu'elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas son petit. Voilà. Elle l'a trouvé, il a tété, maintenant, voilà, ça va mieux. Romain profite de chaque instant pour améliorer ses connaissances. Il sait que l'observation est l'un des secrets du métier. Je travaille, j'observe en fait. C'est à ce moment-là, quand elle se déplace lentement,
On peut bien voir si elle boite. Gauche. Quant à Toumi, oubliez les hésitations du début. Il obéit désormais à la voix de son maître. Stop. Viens. Viens là. Viens. Au pied. C'est bien. Toumi parle. Vous pensez faire ça à combien de temps? Je pense que quand on le fait, on ne pense pas à une échéance. On le fait parce que c'est une passion, parce qu'on y est bien, parce que ça répond à un choix de vie du moment. Je ne me suis pas dit je vais le faire pendant 4 ans et après j'arrête. J'espère le faire plus longtemps même. Il y en a des bergers, ils ne s'arrêtent pas. Ils y meurent. C'est joli. Aujourd'hui, comme Romain, ils sont encore 1000 bergers à travailler dans les vallées. Ce sont les derniers gardiens des Pyrénées.